How dare you? Make our planet great again. Dès 2030, soit 10 ans plus tôt que la précédente prévision du GIEC, la température de la planète devrait atteindre 1,5 degré. Le changement climatique affecte déjà toutes les régions de notre planète et la responsabilité humaine est sans équivoque. Voilà ce que nous disait le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en août 2021, lors de la publication de la première partie du 6e rapport du GIEC. Lundi 28 février 2022, le second volet de ce 6e rapport a été dévoilé, portant sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité. Ce document, issu du 2e groupe de travail du GIEC, est composé de 270 scientifiques issus de 67 pays. Ce 6e rapport sera ensuite complété au printemps d'une 3e partie sur les solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou atténuer le changement climatique, et devrait aboutir sur l'état des lieux le plus complet à notre disposition sur cette crise climatique. Mais déjà, avec les 2 premières parties, nous en savons beaucoup sur la catastrophe et l'urgence d'agir. Ainsi, le GIEC nous dit qu'au-delà de 3 degrés, nos systèmes de santé pourraient ne pas résister, que les rendements agricoles pourraient être lourdement impactés d'ici la fin du siècle. Au-dessus de 2 degrés, les pénuries d'eau toucheraient un tiers de la population du sud de l'Europe. À 3 degrés, ce sont les 2 tiers qui seront concernés. Et au-dessus, les villes de l'ouest, du centre et du sud du continent manqueraient d'eau. En passant de 1,5 à 3 degrés, le risque de mortalité lors des vagues de chaleur sera multiplié par 2, voire par 3. Et si l'on ne s'adapte pas, les inondations pourraient causer des dégâts 10 fois plus importants d'ici 2100. Bref, ce rapport du GIEC est un atlas de la souffrance humaine, nous dit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Pour en discuter, je reçois sur le plateau du Média 2 auteurs de ce groupe 2 du GIEC. Bonjour Wolfgang Kramer. Bonjour. Vous êtes écologue au CNRS et à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Vous êtes allemand, vous travaillez sur la dynamique des écosystèmes globaux et notamment sur la dynamique des forêts sous l'action du changement climatique, mais aussi sur la dynamique de la biosphère à l'échelle globale et continentale, incluant les perturbations naturelles et humaines, ainsi que la biodiversité. Et vous êtes membre du GIEC, vous êtes auteur du GIEC depuis 1995. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Bonjour Alexandre Magnan. Bonjour. Vous êtes géographe, chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Vous êtes spécialiste des questions de vulnérabilité et d'adaptation aux changements environnementaux. Vous avez participé au rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère en 2019, puis à ce 6e rapport d'évaluation qui vient de sortir. Merci également d'être sur le plateau du Média. Alors, le réchauffement climatique n'est pas un problème du futur, mais une réalité observée. On observe déjà plus de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On subit des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes, une augmentation des feux de forêt et des précipitations, une élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans. Et le rapport, il insiste, nous disant qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà, plus de 1,5 degré. Ça semble compliqué. Oui, ça semble compliqué. Évidemment, il n'y a rien de mythique avec cette limite 1,5. C'est le contenu de l'accord de Paris en 2015. Et c'est basé sur la science qui a montré déjà à l'époque qu'on peut éviter des conséquences encore plus graves si on ne passe pas ces 1,5 par rapport à la température pré-industrielle. Mais il faut aussi retenir que déjà aujourd'hui, on voit des impacts importants, même si on n'a pas encore se rapproché de ce seuil. Et inversement aussi, si jamais on dépasse, ça vaut toujours le coup de faire le maximum d'efforts pour réduire le réchauffement. Il y a bien d'avoir ces 1,5 parce que ça nous donne un moyen de savoir où on est par rapport à l'engagement fait par les politiques en 2015. Mais ce rapport, il vient confirmer les projections faites lors du 5e rapport qui a été publié en 2014. Mais il montre même que la situation est peut-être encore plus grave encore que ce que n'avaient prédit les scientifiques à l'époque. Écoutez, disons que depuis 2014, on a beaucoup de publications scientifiques en plus. On en a étudié à peu près 34 000 dans ce rapport-là, sur un temps assez court. Donc on a de plus en plus de preuves que ces choses-là arrivent, ont commencé à arriver et vont s'aggraver dans le futur. On a la situation des récifs coralliens qui était déjà assez bien étudiée dans le rapport de 2014. Aujourd'hui, on a révisé les estimations des niveaux de risque, c'est encore plus élevé, toujours à 1,5 degré. On a des conséquences sur les zones arctiques, par exemple, on a des conséquences sur les forêts. On a des preuves, c'est indéniable. Sur les récifs coralliens, par exemple, vous êtes très pessimiste.
Le GIEC est très pessimiste, enfin la communauté scientifique, le GIEC ne reflète que ce que dit la communauté scientifique. Il faut oui, bien, synthèse. Bien sûr, ça faut le rappeler. C'est pas juste un groupe d'experts qui se réunit, qui fait un petit rapport, un rapport volumineux. C'est ce que reflète la communauté scientifique dans son ensemble. Et oui, on est très très inquiet pour les récifs coralliens. Plus de 90% d'entre eux risquent de ne pas tenir le coup après 1,5 degré. Donc oui, on est très inquiet, évidemment. La différence peut-être avec la publication d'août, avec le groupe 1, c'est qu'ici, avec le groupe 2, ce qu'on apprend dans ce rapport, c'est peut-être comment nos vies vont changer. Exactement. Le groupe 1 du GIEC traite des aspects physiques et va parler des aléas climatiques du futur, enfin d'aujourd'hui et du futur. Le groupe 2, lui, il s'occupe de quelle est la traduction de ces aléas climatiques en termes d'impact sur les sociétés et à tout un tas de niveaux, on va en reparler. Et le groupe 3, lui, parlera des solutions d'atténuation. Mais ce groupe 2, il parle des solutions d'adaptation. Et effectivement, il fait un point assez critique sur les niveaux de risque actuels, sur un tas d'écosystèmes, mais aussi directement sur un tas de pans des sociétés, que ce soit la santé, vous le rappeliez, l'agriculture, etc. Et des effets en cascade de chacun de ces risques qui va se démultiplier sur tous les échelons en fait, du fonctionnement des sociétés dans leur ensemble. Alors, les premiers chapitres, quand même, les premières lignes sont particulièrement inquiétantes dans ce rapport. On parle de vagues de chaleur, il y a des canicules comme celle de 2003 qui sont vouées à se répéter. Celles-ci ont également de nombreuses conséquences sur les écosystèmes. On parle aussi dans le rapport des inondations côtières et fluviales. On dit que chaque degré de réchauffement entraîne une évaporation de 7% d'eau supplémentaire qui crée des précipitations extrêmes, responsables d'inondations, surtout dans des zones très artificialisées. La montée des eaux, estimée à 20 cm en 2050, pourrait aussi induire des inondations sur les côtes. Et pourtant, dans ce rapport, ce que vous mettez en avant, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Et c'est encore possible. On est souvent critiqué de tirer la sonnette d'alarme et de ne faire que ça. Je pense que Wolfgang peut-être pourra abonder dans ce sens-là. Une des grosses volontés avec ce cycle-là du GIEC et de ce rapport-là en particulier, c'est aussi de mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on peut faire. Bien sûr qu'il met l'accent... Vous parlez d'une petite fenêtre de tir. Il y a une fenêtre de tir et elle se réduit au fur et à mesure que le réchauffement augmente. Effectivement, ça se joue autour de la question de l'adaptation par rapport à ce groupe 2. Dans quelques semaines, quand le troisième volet sort, on va aussi parler beaucoup des moyens d'atténuation, mais actuellement, c'est le thème sur l'adaptation. Et l'adaptation, c'est un enjeu, effectivement, c'est quelque chose qui a lieu déjà. L'homme a toujours su s'adapter à l'évolution de la nature, mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'avec cette accélération des forçages, avec cette accélération du haut niveau de la mer et avec des canicules et des sécheresses, il faut renforcer l'adaptation et il faut aussi la rendre plus dynamique en elle-même, parce que tout développement qui évidemment a lieu, urbaine, dans les pays du Sud, où vous voulez, ça doit et peut prendre en compte les enjeux de l'adaptation. On peut transformer les villes, on peut transformer notre façon de... On n'a pas le choix, en fait. Oui, mais c'est déjà trop négatif. Il y a plein de raisons à le faire. Il y a plein de raisons de réduire aussi d'autres enjeux environnementaux, comme la pollution, par exemple, qui n'a rien à faire avec le changement climatique, mais en baissant la pollution dans les villes, par exemple, par les transports, par tous les systèmes de fonctionnement, on fait aussi du bien pour le climat. C'est peut-être ça le message le plus positif qui sort, qu'il y a des co-bénéfices entre une bonne politique pour l'alimentation, pour la santé et le climat. Ce sont tous, on dit toujours la même lutte, on n'utilise pas ce mot pour le GIEC, mais ce sont des objectifs qui vont dans le même sens. Mais en disant qu'on n'a plus tellement le choix, c'est-à-dire que finalement, on n'est plus seulement aujourd'hui à lutter pour atténuer les effets du changement climatique. Aujourd'hui, on sent que dans ce rapport, c'est quand même quelque chose qui est vraiment central. Et c'est quelque chose que vous voulez vraiment porter. Oui, tout à fait. Et la raison est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de preuves que même des efforts très substantiels d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et même très rapides, vont quand même générer des impacts. Évidemment, plus on réduit les émissions de gaz à effet de serre, et plus ce volume, cette masse, cette quantité d'impact va être réduite. Mais quand même, on est face à une partie des impacts qui est inévitable. Donc évidemment, il faut apporter des réponses à cette partie inévitable des impacts. Ça ne veut pas dire faire moins d'efforts d'atténuation. Sans effort d'atténuation, là, on va dans un monde qu'on ne connaît pas.
En parallèle de ces efforts d'atténuation, il y a ces efforts d'adaptation qui doivent être faits. Et Wolfgang le rappelait, on a quand même, et c'est un message positif quand même de ce rapport aussi, c'est de dire qu'on a un panel d'options qu'on a plus ou moins déjà expérimenté. Les cyclones, les sécheresses, les inondations, on connaît. Évidemment, elles vont être d'une ampleur différente, d'une fréquence différente. Peut-être que les événements vont se combiner, se cumuler. Donc il y a des défis, évidemment, mais on a déjà répondu à des événements que le changement climatique va amplifier. Donc on a déjà une certaine expérience du futur, d'une certaine manière. Et c'est ça que le rapport essaie de mettre en avant pour dire, attention, on n'est pas nu face à l'avenir, on peut quand même faire des choses. On est là totalement dans des questions de politique publique qu'il faut planifier, de prévention et d'infrastructure. Mais pour bien comprendre de quoi il s'agit, de quoi on parle, vous, le GIEC, comment vous définissez exactement l'adaptation ? Très simplement, l'adaptation, c'est tout ce qui va permettre de réduire le risque lié ou influencé par le changement climatique aujourd'hui et demain. Wolfgang en faisait mention. Le grand défi, finalement, c'est de ne pas être seulement capable de répondre à des cyclones plus intenses, c'est aussi d'être capable de répondre à des cyclones plus intenses dans un contexte où le niveau de la mer, lui, va être aussi plus haut. Donc c'est repenser finalement les fondements de notre développement. Bien sûr qu'il faut continuer à se développer. Le GIEC ne dit pas « arrêtons tout là parce que là, sinon on ne va pas y arriver ». Le GIEC dit « il faut continuer à se développer, c'est extrêmement important pour réduire un tas de problèmes liés à la pauvreté, à la faim dans le monde, etc. » Mais ça passe nécessairement, parce que le changement climatique est là, aussi par une prise en compte de pas de temps beaucoup plus long que ce qu'on imaginait avant en termes de projection dans le futur. On n'est plus à 5, 10, 20 ans. Là, il faut se projeter à l'échelle de 2, 3 générations. C'est un impératif. Wolfgang Kramer, vous avez dit à l'instant qu'on avait déjà commencé à s'adapter. On a des exemples de politiques d'adaptation. Par exemple, concrètement, pour bien comprendre, l'adaptation en mer ou en bord de mer dans une ville côtière, ça donnerait quoi, par exemple ? Pour une ville côtière, évidemment, il y a des limites. C'est la première chose qu'il faut reconnaître par rapport à l'adaptation. Et surtout, si on n'arrive pas à éviter l'accélération actuelle du haut niveau de la mer, évidemment, on va très vite. J'ai pris cet exemple-là parce qu'on dit qu'ils sont en première ligne. Oui, pour ces villes côtières, ce que je voulais dire, c'est qu'on va très vite toucher les limites dures, ce qu'on appelle les limites dures, là où l'adaptation en elle-même. En fait, la seule adaptation qui reste à ce moment-là, c'est le déplacement de la ville, qui en fait une option. C'est pas que c'est complètement impensable, mais il y a des projets concrets dans ce sens-là, même si ça parce que certaines solutions aggravent le problème. Par exemple, les digues côtières sur lesquelles vous avez travaillé. Et peuvent aggraver le problème en plusieurs façons. Déjà que ça peut rendre la côte encore plus fragile par rapport aux événements extrêmes. Mais ce qui est presque pire, et c'est ce qu'on a observé au moment de l'ouragan Katrina à Nouvelle-Orléans, c'est que ça donne une fausse sentiment de sécurité pour les populations qui se disent on a la digue, on a les ingénieurs qui nous protègent et on n'a plus rien à s'inquiéter. Et cette, je ne dis pas mauvaise compréhension, mais cette incapacité des populations de réaliser leur propre risque, ça ajoute à la situation qui est difficile à gérer pour l'adaptation. Donc il y a aussi souligné dans ce rapport que les compétences dans la population en sens large, ils font partie de l'adaptation. D'en parler, d'enseigner, de faire comprendre les gens quels sont les enjeux et d'arrêter les fausses messages qui sont souvent passés que ah oui, avec un peu de technologie, vous allez vous sortir. C'est très explicité dans ce rapport-là que la literacy, je ne sais pas le bon mot français, l'éducation, elle fait une option où son absence fait un obstacle pour l'adaptation assez importante. Et ces digues notamment, par exemple, je prenais l'exemple des digues, mais ça fait pas que... ça accélère même les phénomènes d'érosion côtière, ça artificialise ces espaces-là. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec des solutions qui posent des problèmes plus qu'elles n'en résout. Oui, parce que c'est des dites solutions qui apportent une réponse assez immédiate. Tempête Xynthia en France, Charente-Maritime, Île-de-Ré en 2010. La réponse a été elle a été dévastée. La réponse a été de construire des digues plus hautes, plus grosses, plus fortes.
Bon, je reprends l'exemple de Katrina mentionné par Wolfgang. Ces ouvrages de défense demandent sur des décennies des efforts d'entretien, de financement, etc. Auquel cas, enfin, si ce n'est pas le cas, elles sont fragilisées et la mer s'engouffre. Et alors là, c'est encore pire qu'avant. Donc, ceci dit, dans certains endroits, sur certaines parties de New York, évidemment que les digues, tant qu'on peut les maintenir et éventuellement les rehausser, bon, c'est difficile de déplacer Manhattan. Donc, il y a des enjeux aussi autour de ça. Et c'est là qu'il y a des choses assez compliquées. C'est qu'on ne va pas pouvoir déplacer tout le monde un peu partout aussi parce qu'ailleurs, il y a des phénomènes climatiques. Mais vous avez d'autres exemples de solutions. Par exemple, vous pouvez replanter du corail. Alors, les coraux sont en mauvaise santé, mais on peut replanter des espèces qui vont être un peu plus résistantes. Ça va freiner l'énergie des vagues sur certaines îles. Vous avez un tas de solutions, en fait, qui sont aujourd'hui... Les solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature, ça peut marcher. Attention, sous un réchauffement trop fort, elles vont devenir obsolètes. Les récifs coralliens, même les bouturages, etc., ou la replantation de mangroves ou ce genre de choses, plus le climat se réchauffe et plus à un moment donné, leurs capacités naturelles de résistance vont être atténuées. Elles ont leurs limites, en fait, finalement. Elles ont elles-mêmes leurs limites. Et donc, c'est ça, le rapport essaie d'insister là-dessus avec cette affaire des modes de développement résilients face au changement climatique. C'est aussi cette idée c'est un panel de solutions qu'il va falloir organiser dans le temps et planifier. Une solution fondée sur la nature maintenant, c'est peut-être une très bonne option parce que ça va permettre tout de suite de faire quelque chose. À un moment donné, ça risque de devenir obsolète. Vers quoi on bascule comme autre solution et comment on planifie finalement le développement résilient dans les décennies à venir. Mais parce que les solutions fondées sur la nature, par exemple, là, vous venez de citer les mangroves, mais justement, on estime que les mangroves peuvent peut-être être une solution contre les risques côtiers. Ces solutions fondées sur la nature, aujourd'hui, c'est l'une des armes peut-être premières, principales qu'on peut porter pour lutter et pour s'adapter. D'abord, il faut reconnaître que chaque lieu a sa propre situation et il n'y a pas une simple solution qui s'applique partout. Mais ce qui est clair que déjà la dégradation encore en cours des mangroves, presque partout dans les tropiques, elle est l'inverse d'une solution basée sur la nature. Elle aggrave la situation. Donc déjà rien faire, éviter la destruction, ça va amener une potentiel d'adaptation, je dirais gratuit. Mais on n'est même pas encore là. On est toujours, en fait, dans la dégradation de toutes sortes de forêts, y compris les mangroves, un peu partout dans le monde. Ça, c'est la première chose. De toute façon, dans le cadre de l'adaptation, il y a beaucoup de mesures qui se résument à ne pas faire certains trucs, à ne pas agrandir... je vais dire l'aéroport de Marseille dans une zone humide juste à côté mer qui monte. Il y a plein d'autres exemples où juste la suppression d'une politique destructive, dévastateur, va réduire les risques de... Oui, parce que là, vous me parlez de la dégradation, mais justement, dans ce rapport, vous parlez de cette interdépendance du climat, des écosystèmes, de la biodiversité et des sociétés humaines et des individus. Voilà, en intégrant notamment aussi plus étroitement peut-être d'autres sciences naturelles. Oui. Ça, justement, c'est quelque chose peut-être de nouveau au GIEC, avec les rapports du GIEC. Il y a un sacré développement, et je veux dire en partie ce développement, c'est grâce à un rapprochement entre les chercheurs dans le sens très large autour du climat et les experts et les scientifiques autour de la biodiversité. C'est ce qui se manifeste aussi par un rapprochement entre la plateforme pour la biodiversité et le GIEC, hein. Mais c'est pas que les plateformes qui comptent, c'est vraiment les travaux qui sont de plus en plus intégrés. À la base de ça, c'est la reconnaissance que les écosystèmes, c'est pas quelque chose pour le jardin qui est sympathique pour avoir quelques fleurs, c'est quelque chose qui est vraiment... Pour le climat aussi, quoi. Sauvegarder les écosystèmes est un enjeu pour le climat. Pour toute fonction humaine. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à faire comprendre cet aspect-là, que c'est pas un truc romantique, c'est pas un retour à l'ancien
anciens, là parce que les grands-parents c'était mieux ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très très réel qui est prouvé par les faits scientifiques qu'à la fois la résilience par exemple de nos systèmes agricoles ou pêche sont directement liés à la santé, au bon état des écosystèmes. Tout ça, je veux dire, ce ne sont pas des nice to have, non, c'est l'essentiel. Et le rapport, il le montre ça plus clair que jamais. Il faut que les gens comprennent bien que l'adaptation, ce n'est pas l'invention de tout. Et effectivement, le risque climatique, il n'est pas que lié au changement climatique et aux aléas climatiques, les sécheresses, les inondations, etc. C'est un croisement avec des modes de développement. Si vous n'avez personne sur le littoral, le fait qu'il y ait des grosses vagues qui arrivent, c'est moins un problème. Donc évidemment, c'est ce croisement-là. Il faut bien comprendre que l'adaptation, c'est en partie trouver des solutions pour répondre à cette évolution des aléas climatiques, mais c'est aussi, c'est ce que tu dis Wolfgang, arrêter de mettre des pressions supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le changement climatique sur les écosystèmes, sur les sociétés. Plus vous aurez une société inégalitaire, plus vous aurez de complications pour régler les problèmes et faire face aux dérèglements climatiques. Donc les politiques sociales, c'est de l'adaptation. C'est ça, les politiques, les plans d'urbanisme sur le littoral, éviter qu'on construise dans des zones qui seront submergées, c'est de l'adaptation. Il faut bien comprendre ça, et c'est ce que tu dis. Le changement climatique, ce n'est pas une affaire d'écologie, d'environnement. En fait, c'est une affaire de société, en réalité, du fonctionnement global des sociétés. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre capacité de résistance et d'anticipation de ces facteurs qui vont arriver de plus en plus, c'est de l'adaptation, en réalité. Et c'est pour ça que le rapport insiste aussi là-dessus. On a beaucoup de savoir sur ce qu'il faut faire en termes d'adaptation. La fenêtre est limitée, elle se réduit. Mais on a quand même une expérience. En parlant d'expérience, vous prenez aussi l'exemple des communautés autochtones. Vous dites justement, ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans votre rapport, c'est qu'il faut savoir intégrer tous ces savoirs-là aussi dans ces recherches scientifiques, quoi. Bien sûr, parce que c'est ce que dit Wolfgang, l'environnement, ça compte en réalité. Effectivement, on s'est un peu affranchi des contraintes environnementales en se disant qu'on avait de la technologie, etc. Le changement climatique, il arrive et il dit non, en fait, faites attention parce que moi, mes dynamiques sont plus fortes que les vôtres. Oui, s'adapter déjà. Voilà. Alors, sous certaines conditions, on ne peut pas appliquer les stratégies de... Enfin, il y a des enseignements à tirer dans les forêts, dans l'Arctique, un peu partout, sur les îles. Il faut aussi faire confiance aux communautés qui ont gardé un lien avec l'environnement, tout simplement. Ce que nous, on a à peu près perdu dans nos sociétés modernes, il faut le reconnaître. Vous dites d'ailleurs que la perte de biodiversité aggraverait le problème. Notamment, vous me parlez des villes, il va falloir faire revenir la nature au cœur des cités, alors qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus... On artificialise et même au cœur des villes, on supprime des jardins ouvriers, par exemple Aubervilliers, etc. Ça, typiquement, l'adaptation, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi du coup lutter contre ces phénomènes qui s'accélèrent. Totalement, oui, la suppression des jardins d'Aubervilliers, c'est un véritable scandale et c'est symbolique un peu aussi pour la non-reconnaissance de l'importance des espaces verts, mais aussi pour leurs raisons climatiques, mais aussi pour donner aux populations un accès à la nature sans devoir se déplacer loin de la ville. Donc c'est très important, je reviens à ça, c'est ce que je disais avant, quoi, que toute la population a un moyen à comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand la nature passe par exemple par des saisons et des jardins urbains, toutes les espaces verts en ville. Et puis pour rafraîchir le territoire aussi. Ils ont cette fonction, mais ils ont aussi une fonction importante au niveau climatique. Et là, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de développements positifs en cours à Paris et ailleurs. Les villes, avec leur énorme potentiel dans le nord comme dans le sud, à se transformer. En fait, une ville, c'est un laboratoire de transformation à toutes les instances, mais souvent dans le mauvais sens. Ça peut se tourner dans une direction positive. Et ça a été très fort dans ce rapport-là. En fait, il y avait des conférences spéciales pour préparer ce volet, parce que si on se demande où est-ce qu'ils ont les points de basculement social, et c'est un
terme positif. C'est surtout dans les villes qu'on peut développer ça. Et on peut aussi, tout n'est pas négatif, on peut aussi se féliciter que c'est reconnu. C'est reconnu par un grand nombre de villes qui se mettent en réseau, qui discutent ensemble quelles sont les solutions les mieux adaptées chez eux. Et aussi, je veux vraiment le souligner, que ça concerne les villes, disons, riches des pays du Nord, pareil que les villes du Sud, parce que les villes du Sud, ou des pays en développement, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont encore plus en développement. Et notamment le soutien que, à mon avis, les pays du Nord doivent aux pays du Sud, il pourra être davantage utilisé pour cela, de créer des nouvelles habitations, des nouveaux espaces de vie dans les zones urbaines, dans le Sud. C'est le sujet des pertes et dommages, notamment, qui est un sujet plutôt sensible, avec le sujet de l'indemnisation des États du Sud par ceux du Nord. Il semblerait d'ailleurs que cette notion elle a fait l'objet de critiques de la part des États-Unis qui voulaient supprimer cette notion dans le rapport. Peut-être vous pouvez confirmer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sujet, aujourd'hui, il ne fait pas consensus. Les pertes et dommages, il y a le terme scientifique et il y a le terme politique. Le terme scientifique, ce rapport est assez clair. On va se confronter à certaines limites à l'adaptation, et ça veut dire que sur la proportion de risques qu'on peut gérer, il y en a une partie qu'on va quand même pas pouvoir gérer, même si on fait tous les efforts d'adaptation possibles. Donc ça, c'est quand même croissant dans la littérature scientifique. C'est encore difficile à quantifier, à caractériser, mais il y a un consensus scientifique qui commence à émerger pour dire l'adaptation peut régler une grosse partie du problème, mais pas tout le problème. Donc ça, c'est le constat scientifique. Après, il y a la dimension politique et diplomatique de ce perte et préjudice, qui est un instrument pour les pays du Sud pour renforcer, pour appuyer plus encore leur demande de soutien financier par les pays du Nord. Vous comprenez bien que ceux qui demandent plus d'argent vont plutôt jouer sur ce volet-là, ceux qui doivent en donner vont plutôt essayer de minimiser cet aspect-là. Après, c'est des jeux politiques. Peut-être que tu as vu ça dans la session d'approbation. Évidemment, on ne peut pas rentrer dedans parce que c'est la confidentialité, mais ce qu'on peut dire, c'est que le GIEC, c'est l'état de lieu. Et c'est les perspectives scientifiques. Évidemment, il y a l'échange avec les pays pour se rassurer que le langage qu'on utilise dans le résumé pour les décideurs, il est bien compris. Et ça peut amener à des discussions parce que les mêmes termes ne sont pas toujours compris de la même façon. Et c'est un véritable travail à la fois quand même très constructif. Le rapport est mieux qu'après. Oui, mais ce que ça révèle peut-être aussi avec ce sujet de l'adaptation, c'est justement, vous en parliez, c'est les fortes inégalités. Parce que face à des mêmes phénomènes, face à différentes politiques publiques mises en œuvre selon les territoires, on n'est pas forcément tous égaux. On parle d'inégalités, de justice sociale. C'est-à-dire que les inégalités démultiplient aussi les effets du changement climatique. Vous avez parlé tout à l'heure du seuil de rupture sociale. C'est de ça dont il s'agit, quoi. Je crois qu'on reconnaît peu à peu, et le GIEC a essayé de faire avancer ce point-là particulièrement, c'est si on ne prend pas en compte la justice climatique et les aspects d'égalité, comme Alexandre l'a souligné, on ne va pas y arriver. En fait, c'est un peu, c'est pas qu'une ambition politique, c'est un fait, c'est un constat. C'est une analyse des trajectoires sur lesquelles on est. Si on essaye, à l'époque du Millennium Assessment il y a 20 ans, on parlait de la forteresse Europe. On parlait d'un scénario potentiel dans les têtes qui consiste à protéger au maximum les pays riches avec des murs, avec des frontières et tout ça, et oublier le reste du monde. C'est un constat scientifique que ça ne marchera pas. C'est pas juste, entre guillemets, une question éthique. Faire ce rapport-là, c'est évoquer des exemples, et de nombreux exemples, comment des politiques agricoles peuvent augmenter la résilience objective
du secteur agricole et de sa capacité de nourrir le monde. Ça ne passe pas exclusivement par l'innovation technologique comme c'est souvent présenté. Encore une fois, ça se calcule, ça se met en évidence qu'une transition agroécologique qui prenne en compte les ressources localement disponibles aux agriculteurs, qui prennent en compte la diversité non seulement des cultures mais aussi des paysages, qui prennent en compte les traditions locales et tout ça, elle est plus résiliente au changement climatique. Et elle est en même temps, elle fait une contribution plus faible aux émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est assez passionnant. Il y a plein de messages positifs là-dedans. Ce n'est pas qu'on va droit dans le mur, mais on a des réelles options d'entamer la transition que le GIEC a mis en avant dans le rapport de 1.5 en 2018 pour la première fois. L'agroécologie, c'est aussi une solution, quoi. Absolument. C'est un paquet de solutions. Ce n'est pas une seule solution qu'on télécharge et on applique et tout est bon. Mais c'est un cadre de réflexion, de mise en œuvre des pratiques qui s'adaptent localement, à la base aussi des compétences existantes locales chez les agriculteurs, hein, aussi très important, mais qui suppriment certains défis avec l'agriculture telle que nous le voyons actuellement. Et c'est la destruction sur les sols, des sols qui est évitée, qui est fortement réduite. On baisse fortement ou supprime des entrants chimiques. Et on s'appuie sur une diversité des cultures beaucoup plus importante. Et ça, pour certains, ça peut sembler romantique ou idéologique ou quoi que ce soit. C'est loin de ça. C'est des méthodes et beaucoup des grands laboratoires de recherche en agronomie, comme l'INRAE en France, le montrent de plus en plus que c'est une série des méthodes qui s'appliquent et qui s'intègrent complètement dans l'adaptation par rapport au changement climatique. Et du coup, quel regard vous portez en tant que scientifique sur justement ces politiques publiques d'adaptation qui sont menées en France? Est-ce qu'aujourd'hui, on y est? Est-ce que la France, aujourd'hui, elle arrive à mettre en place ces mesures? Moi, mon sentiment, c'est que non, on n'y est pas. On a mis en place un deuxième plan d'adaptation, un deuxième plan national d'adaptation il y a quelques années. Il va entrer en révision, là, je crois, l'année prochaine. On en reste à un listing de plein d'options possibles pour différents secteurs, mais on ne met pas tout ça en lien et on ne fait pas entrer les facteurs d'influence humain du risque climatique, les inégalités sociales, l'ultra-urbanisation, etc., etc. Donc on n'est pas à l'échelle. Ceci dit, on a encore le temps d'être à l'échelle. Hein. Là, ce plan va être révisé, il va être intégré à un plan climat plus complet. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas pessimiste. On dit juste, attention, là il y a un tournant, si on le rate, ça risque d'être extrêmement compliqué. D'autres pays, je prends la Nouvelle-Zélande, a une loi, par exemple, mise en place sur la question du retrait stratégique des littoraux, la délocalisation finalement des biens et des personnes et des activités économiques, des infrastructures qui sont dans des zones littorales à risque et qui vont continuer à le devenir. Donc il y a certains pays qui prennent des dispositions. Je ne sais pas si sur les autres plans, la Nouvelle-Zélande est forte sur l'adaptation, j'en sais rien, je n'ai pas étudié le cas en détail. Mais n'empêche qu'on a des choses ici et là qui montrent que, mon Dieu, c'est possible en fait d'avoir des politiques. En fait, d'aller vers un mieux-être social et humain, en fait, c'est possible. Je pense que c'est un peu aussi ce qu'essaie de véhiculer le GIEC. En France, on n'a pas d'exemple d'études. On a forcément des exemples ici et là de choses qui ont marché. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique planifiée à l'échelle nationale. Je vous prends la commune d'Étré en Charente-Maritime. J'habite La Rochelle, donc j'en suis pas loin. Xynthia, 2010, cette tempête donc dévaste tout, détruit des maisons, tue des gens. Aujourd'hui, il y a eu un effort toutes les maisons ont été enlevées sauf une résistante, je ne sais pas pourquoi. Et ça a été, la dune a été revégétalisée, reformée pour permettre aux vagues d'être atténuées. Il y a eu d'autres, sur une certaine partie, il y a eu des ouvrages de défense. Il y a une combinaison d'options qui a été mise en place. Aujourd'hui, vous vous baladez dans Étré, enfin sur cette zone-là, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a 10 ans, il y avait des maisons et que c'était une zone à risque. Aujourd'hui, donc on a plein d'exemples aussi qui marchent, ça c'est vrai, et on doit construire là-dessus. On a aussi plein de contre-exemples. Donc, ça avance un petit peu quand même. Alors, c'est là que nous, en tout cas moi, en tant que scientifique, j'ai du mal à répondre, c'est qu'on n'a pas d'évaluation complète à l'échelle du territoire métropolitain, par exemple, de tout ce qui se fait
et d'une catégorisation en c'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien. On n'a pas cette vision-là complète. On a juste un sentiment personnel au fur et à mesure des cas qu'on croise dans la littérature ou sur le terrain. Vous avez pris un exemple dans un territoire côtier, mais c'est pas anodin, parce que justement, on a parlé des inégalités, on dit qu'on n'est pas tous égaux face au changement climatique, mais justement, les premiers peut-être à subir drastiquement ces effets du changement climatique sont ceux qui habitent sur le littoral, qui vont peut-être aussi devoir migrer. On parle de conséquences également dans les îles. On parle peut-être de la Normandie, de la Bretagne, des îles de l'outre-mer. On peut craindre particulièrement là pour ces habitants qui habitent près des mers et des océans, quoi. Écoutez, tous ceux qui habitent en zone littorale, très proche de la mer et dans des zones de basse altitude, doivent quand même se poser la question, à l'échelle, encore une fois, pas des 5 prochaines années, mais de 1 ou 2 générations, de ce qui va advenir de ce territoire-là. Dans certaines îles, dès que vous avez des littoraux bas et que vous avez une mer qui monte et qui s'accélère avec des phénomènes de tempête qui s'intensifient et qui se combinent au fil du temps, enfin, on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a un problème. La question de l'habitabilité de ces espaces est posée. On parle même de menaces existentielles concernant les îles et les régions côtières. Oui, alors évidemment, mais aucun scientifique n'est capable de vous dire aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, de vous dire aujourd'hui, toi, sur tel territoire, à tel endroit précisément, en 2084, tu vas devoir bouger, et toi, c'est en 2075. Mais est-ce qu'on peut considérer on n'a pas cette vision-là si précise, mais on a quand même la vision d'une grande tendance, d'une grande histoire qui est en train de se dérouler. Et quand vous confrontez élévation du niveau de la mer, intensification des événements extrêmes et phénomènes d'urbanisation qui continuent à se faire, vous voyez bien qu'on a un problème. Ce qu'on peut peut-être ajouter, Alexandre, c'est et ça c'est le regard méditerranéen plutôt que Charente, c'est que si on a des systèmes agricoles, par exemple, des exploitations agricoles dans les estuaires qui sont très très proches au niveau de la mer, et surtout très proches au niveau de la mer, sans marée qui est stable, quasiment historiquement totalement stable, comme c'est le cas en Camargue, mais surtout dans le delta du Nil, de l'Èbre et du Pô. Effectivement, ce ne sont peut-être pas des habitations qui bougent, mais c'est complètement la base du fonctionnement des petits agriculteurs, parfois assez les grandes d'ailleurs, qui est mis en cause, qui disparaissent. Donc, ce n'est pas de la perte de vie, mais c'est quand même des coûts énormes. Et souvent, et c'est le cas du delta du Nil, ça touche une population de paysans particulièrement vulnérables parce qu'ils ne sont notamment pas des grands et ils n'ont pas beaucoup de soutien gouvernemental. Et l'eau qu'ils utilisent traditionnellement pour irriguer leurs champs, ça devient de plus en plus salé. Donc c'est inutilisable. Donc là aussi, il y a une inégalité sociale entre les victimes et ceux qui sont protégés. Et ça ne touche pas l'habitation, ça touche plutôt le fonctionnement du système. D'ailleurs, en restant dans la thématique des inégalités, justement, je reviens sur la question des peuples autochtones en première ligne face au changement climatique, qui sont mentionnés dans ce rapport. Mais ce rapport, il pointe également le colonialisme. C'est une première, je crois, au GIEC. Il y a un focus aussi sur l'Afrique. On le sent, quoi. Il y a quand même un tournant, là, aujourd'hui, au niveau de synthèse. C'est basé pas sur un discours politique, hein, c'est basé sur une analyse des faits. Comment ça se passe qu'il y a des différences du développement. Et ce n'est pas que le GIEC ou les experts en climat qui l'ont constaté, c'est plutôt un rapprochement avec toute une communauté scientifique qui, depuis des décennies, a analysé les conséquences économiques et sociales de la colonisation et la décolonisation pareil. Et enfin, on arrive à intégrer ça dans un regard plus riche et plus correct, je dirais, de la situation pour les populations qui vivent les conséquences du changement climatique. Quelle suite à donner à ce rapport? Est-ce qu'il y aura un 7e rapport du GIEC? C'est des choses qui vont être discutées. Là, il y a encore quelques étapes pour ce 6e cycle du GIEC. Il y a donc le prochain, le numéro 3, là bientôt. Et puis, il va y avoir un rapport de synthèse en fin d'année qui va faire la synthèse de tous les groupes de travail et remettre des messages encore plus cohérents sur la table. Donc, on en est déjà là. Les discussions sur un éventuel 7e cycle vont certainement arriver longtemps après, peu longtemps après. Moi, je ne sais pas. Dans le cadre d'un potentiel futur 7e cycle d'évaluation, vous dites que pour combler notre déficit de connaissances,
Voilà, peut-être qu'il faut s'orienter peut-être là-dessus. Si un 7e cycle arrive, moi, il me semble assez important qu'il y ait un rapport spécial. Après, c'est les pays qui décident. Hein. Il me semble assez important qu'il y ait un rapport spécial qui fasse un point sur où on en est en termes de réduction du risque. On a de plus en le rapport est très clair actuel hein, du groupe de travail 2 là-dessus. On a de plus en plus de preuves que l'adaptation, ça se fait sur le terrain. On en voit ici et là, dans toutes les régions, dans tous les secteurs. Donc on a de plus en plus de preuves de ça. Par contre, on est encore limité en termes de savoir si ce qui est fait au nom de l'adaptation réduit vraiment le risque ou finalement le réduit pas, voire l'augmente. On a un peu ce défaut de connaissance et c'est sûr que la communauté scientifique doit se mobiliser sur cette question de l'efficacité finalement, de ce qu'on fait au nom de l'adaptation. Est-ce que c'en est vraiment ? Est-ce que c'en est à court terme ? Est-ce que c'est vraiment sur le long terme ? Est-ce qu'on est en train de créer des nouveaux problèmes ? On a besoin de cette connaissance scientifique. Donc finalement, le sujet fait que commencer, je dirais, encore beaucoup de choses à défricher concernant l'adaptation. On fait que commencer à en parler. Bien sûr. On va peut-être ajouter un truc à ce moment-là où, à mon avis, la France elle est vraiment en avance par rapport à d'autres pays. Elle n'est pas seule, mais c'est la mise en place des plateformes un peu comme le GIEC, hein, mais à l'échelle régionale. Et même pas national, mais régional. C'était en Aquitaine, à Climatera qui était le premier, après dans la région sud, maintenant Rhône-Alpes, même Île-de-France. Ils se mettent en place des structures. Ils n'ont pas le même mandat et exactement le même fonctionnement comme le GIEC, ni la réputation, mais c'est quand même la reconnaissance est totalement cohérente avec les rapports que l'adaptation, c'est souvent ça se passe localement et régionalement. Et c'est totalement, je veux dire, en Rhône-Alpes, la situation est totalement différente qu'en Aquitaine. Il y a certains parallèles, mais il y a aussi des grandes différences. Donc, les chercheurs, les experts et les décideurs, comme c'est le cas avec le GIEC, se mettent autour de la table et ils essayent de s'appuyer sur les scientifiques pour donner des bonnes pistes pour un développement. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien, pour lesquels il faut se féliciter. Et ils sont tout juste en train de se mettre en réseau à l'échelle nationale. C'est grec, ça s'appelle les groupes régionaux d'experts sur le climat. Et pour moi, c'est très encourageant de voir ce développement qui existe dans d'autres pays aussi, d'ailleurs. Vous êtes auteur du GIEC depuis longtemps, vous avez participé à de nombreux rapports. Vous l'avez dit, vous l'avez montré, le GIEC a évolué depuis, mais est-ce que le GIEC doit continuer sur cette voie ? Je crois que c'est une formidable ressource non seulement pour les décideurs, mais aussi, par exemple, pour les débats publics. Débat politique en amont des élections, même si on ne veut pas rentrer plus là-dedans, d'avoir une base scientifique concernant ces questions-là. Et de ce côté-là, je souhaite quand même que ça continue d'une forme ou d'autre. Mais en même temps, il faut réfléchir à l'investissement du temps et des moyens, parce qu'il est énorme au niveau du GIEC. Et il faut s'interroger si un résultat presque également utile ne peut pas être obtenu par quelque chose de plus ciblé. Et ça, la discussion, elle n'est pas nouvelle non plus. On l'avait au début du VIe siècle. Personnellement, je crois qu'il y aura un 7e siècle d'une forme ou d'autre, mais on trouvera peut-être une nouvelle façon à organiser le travail encore un peu mieux. Notamment, ce 6e rapport, il pourrait servir pour les négociations pour la COP27 en Égypte. Vous attendez quelque chose de ce moment en l'automne prochain ? Écoutez, on attend toujours des choses à ces moments-là. Ces conférences des parties de la Convention 4 des Nations Unies, c'est toujours des moments politiques assez forts et on peut parler des sujets. On va espérer que cette prochaine COP, comme on dit, effectivement, le message sur l'adaptation, c'est important. Ça n'est pas qu'une affaire de financement, c'est aussi une affaire de mode de développement, etc. On espère que ce message va porter, oui. On sait d'ailleurs qu'il y a aussi la question des pertes et des dommages qui sera sur la table à ce moment-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais juste pour tirer un exemple, à la COP, je crois que c'était la 23, au Cracovie, ou 24, je ne me souviens plus, mais où le rapport 1.5 était juste sorti. Là, il y avait plusieurs jours, après ce que j'ai compris, de négociations sur la question si on déclare bienvenu ou pas ce rapport.
Et ça montre à quel point on est actuellement dans les débats entre les politiques. Et ça, c'est quelque chose pour nous tous à prendre en compte au moment que nous votons pour les futurs leaders des pays. Et je ne vais pas faire des recommandations particulières là-dessus, mais je reste effrayé par le fait que les débats publics sur les enjeux du futur, tels qu'ils sont explicités par le GIEC, ils rentrent tellement peu encore dans les débats pendant les campagnes politiques. Et ce n'est pas qu'en France. On a observé exactement la même chose dans mon pays natal, l'Allemagne, l'année dernière. On avait des grands plateaux, il y avait des politiques qui discutaient pendant 2 heures et le sujet du climat et de la biodiversité n'était même pas évoqué. Et même après la sortie de ce rapport, là on est dans un contexte très particulier, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, etc. Mais malgré ces événements, là, depuis la publication du rapport du groupe 2, on n'en a pas tant parlé, un petit peu dans la presse écrite, mais en tout cas dans l'audiovisuel, ça a été assez mince. C'est complètement éclipsé par l'actualité internationale, mais c'est quand même en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle. On peut se questionner. En plus, quelques mois après ce film, Don't Look Up, où justement on s'était dit que peut-être il fallait accorder plus d'importance à l'actualité scientifique. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Je pense que Wolfgang a raison, il faut que le débat social se saisisse du sujet et mette la pression sur les politiques. Il n'est pas à sa place là dans les médias. Je trouve que c'est encore trop tôt pour mesurer son impact sur le débat public, franchement. Et il faut se donner un peu le temps. J'ai vu 2 heures après que c'est sorti, quelqu'un avait constaté que dans les 3600 pages, le nucléaire était évoqué quelque part. Je peux devenir folle, quoi. Je veux dire, si on ne prend même pas le temps de lire le sommaire pour comprendre les grandes lignes et on intègre ça tout de suite dans un discours, à mon avis, complètement absurde qui n'a rien à faire avec les enjeux devant nous. Donc cette haute vitesse de débat, ce n'est pas toujours souhaité non plus. Je veux dire, il faut qu'on agisse avec urgence, mais on peut bien se prendre quelques jours, quelques semaines pour digérer ce qui est sorti dans ce nouveau rapport. Rapport après rapport, est-ce que vous n'en devenez pas éco-anxieux finalement à force de rappeler sans cesse les risques, l'urgence, la catastrophe ? Non, climato-conscient peut-être, mais anxieux, non. Enfin, on voit aussi, c'est le message fort de ce rapport, il y a beaucoup de choses qui se font, on peut faire beaucoup de choses, on a beaucoup de connaissances sur ce qu'il faut faire. Bon, après, il y a des questions de volonté politique, économique et sociale, mais enfin, on n'est pas... Non, moi, je suis pas anxieux. Je suis anxieux par rapport à la incapacité, notamment ce que je viens de dire, de faire vraiment rentrer les enjeux de notre vie et de nos enfants, de vie de nos enfants dans le débat politique. Mais effectivement... c'est vrai qu'il y a quelque chose là d'abyssal. Enfin, quand le groupe 1 du GIEC nous dit qu'on va aller à plus 1,5 degré d'ici 2030, 10 ans plus tôt que prévu, le rythme du réchauffement qui est sans précédent, d'origine humaine, là c'est établi. Il faut constater ça. Mais après, c'est la question de chacun, quelle conclusion attirer. Et pour moi, le message qui va avec ce dépassement de 1,5 degré, je trouve est plus ou moins donné, c'est mon opinion personnelle. Après, chaque 10e de degré compte, c'est un slogan, mais c'est aussi une vérité. 1,7 c'est mieux que 1,8 et 1,8 c'est mieux que 2,3. Je veux dire, c'est très réel, ça se quantifie. Déjà, dans le rapport de 2018, on avait commencé à quantifier ça. On a l'impression qu'on n'est pas prêt, finalement. On n'est pas prêt, mais on avance, on devrait avancer plus vite. Je vous remercie tous les deux. Merci d'être venus sur le plateau du Média. Je le rappelle, juste pour les personnes qui nous regardent, mais peut-être qui préféraient nous écouter, vous pouvez également nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, n'hésitez pas à partager, à nous liker, à commenter, etc. On vous lira avec attention. Merci encore à tous les deux d'être venus sur le Média. Merci à vous. Super.